eventualmente convidados em função das matérias em debate para interagir com o Parlamento Pan-Africano. Por outro, se a ideia de uma resolução vincar, creio que o meu colega Félix sabe como dar o impulso a essa resolução. Muito obrigado. Eu dizia que, com a anuência de Sua Excelência, please switch off the macro. Dizia que, com a anuência de Sua Excelência, o presidente do nosso partido foi permitido, como último inscrito, a fazer Yes? Two minutes. فيصل التبيني من تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبدأ بتعزية زملائنا في البرلمان المصري بوفاة الزميلة أميرة إبراهيم رفعت التي توفت إثر حادث مرور ليلة احتفال مصر بذكرى تأسيس برلمانها 150. اثنين، قبل الحديث على ما قامت به مصر، وهذا ليس غريب عليها مع البرلمان الإفريقي، لا بد من شكر جنوب إفريقيا على كل ما قدمته لهذا البرلمان حتى نصل لهذه اللحظة التي نحن فيها، والتمثيلية التي بدأت ضعيفة لإفريقيا في جنوب إفريقيا. وأعتقد وأن دور جنوب إفريقيا في خدمة هذا البرلمان ما زالت متواصلة وستتواصل، لأن نشأته في جنوب إفريقيا هو رمز في حد ذاته. ثلاثة، لا يمكن أن نقوم بدورة عادية. Conclude, please. Conclude. نعم. المعذرة. نحيي مصر على كونها أول دولة في إفريقيا تقوم بدورة استثنائية للبرلمان الإفريقي، وليس من أجل الامتياز بل من أجل التعريف بالبرلمان الإفريقي الذي يجهله أغلب شعوب إفريقيا. ونتمنى أن في كل سنة تتبنى دولة من أي إقليم في إفريقيا دورة على الأقل من الدورتين في كل سنة. تحدثنا على اتفاقية وبروتوكول مالابو. هذا الموضوع يتكرر. نعم هذا الموضوع يتكرر في كل دورة يتكرر هو نفسه، لكن لم نجد صراحة كافية من رئاسة برلمان إفريقيا. لماذا هذا التعطيل من بعض الدول؟ هل هو تشبث في الحكومات بقرار عدم إعطاء البرلمان الإفريقي سلطة تشريعية، أم هو ضعف من البرلمان الإفريقي؟ وأخيرا سيد الرئيس، زملائي نواب عموم برلمان إفريقيا، التمثيلية في اللجان غير عادلة في برلمان إفريقي، فالتمثيل بالتصويت ليست الديمقراطية التي ستجعلنا جميعا. Time is over, please, my colleague. نعم، الاختصار في الأخير نقول أن من حق إقليم شمال إفريقيا أن يتواجد في اللجان البرلمانية حتى يعطي الإضافة، وأن يتمتع بحقه في أن يكون له تمثيلية في اللجان، لأننا كنواب إقليم شمال إفريقيا ليست لنا أي حظ أن نكون في لجنة من اللجان بحكم التصويت، لأن الأغلبية لم تفكر يوما في إعطاء
الديمقراطية حقها الحقيقي، وأن نشارك غيرنا حتى ولو نتنازل عن حقنا. وهذا ليس تشكيك في لحمة بقية نواب إفريقيا، بل القانون في حد ذاته هو الذي يقول ذلك. نتمنى أن يقع تغيير القانون. نتمنى تغيير القانون في صالح أن يكون نتمنى تغيير القانون في صالح جميع أقاليم إفريقيا. والسلام عليكم. Eu deixarei para o comentário de Sua Excelência, Sr. Presidente, duas questões últimas, da última intervenção agora, mas quanto às primeiras, relativamente ao acontecimento triste do falecimento... Não. Portuguese, please. Ok. Dizia que os 4 pontos apresentados pelo último orador, deixarei os últimos 2 para Sua Excelência, Sr. Presidente do PAP, e quanto aos primeiros, o primeiro comentário é relativamente ao triste acontecimento que ceifou a vida de um dos deputados do Egito. Eu quero recordar que, em nosso nome, Sua Excelência o Presidente entregou uma mensagem de solidariedade por escrito às autoridades egípcias. Quanto ao contributo que a África do Sul, como nossa sede, tem feito, reconhecemos todos nós e espero que a África do Sul continuará a prestar estes serviços para a nossa instituição da melhor maneira possível. Postas estas 2 considerações, eu também acrescentava que, com a autorização do Sr. Presidente, eu fui autorizado a fazer pequena observação ao relatório no seu ponto 225, cooperação do Parlamento Pan-Africano com o Parlamento Europeu. Na versão portuguesa, a página 3 de 22, apenas é para conformar com a realidade e, seguindo o que está escrito na versão portuguesa, a minha sugestão é de retirar na segunda linha do primeiro parágrafo com a mesa. Portanto, ficaria concluídas as discussões que tiveram início durante uma visita da delegação do Papa ao Parlamento Europeu em Bruxelas. No parágrafo seguinte, a minha sugestão é de retirada dos últimos 2 períodos. Este foi o primeiro encontro da delegação com a mesa do Papa e o último encontro teve lugar em maio de 2015. Isto parece estar em consonância com o que efetivamente terá acontecido e, como disse, o faço com a anuência de Sua Excelência o Presidente. Sr. Presidente, tem a palavra para as considerações finais em torno do debate que realizamos agora à volta do relatório apresentado. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître en toute humilité que nous sommes dans un pays de paix et depuis, la paix règne parmi nous. Le climat dans lequel nous travaillons, il est très convivial et empreint de respect mutuel. Donc, une fois de plus, merci à l'Égypte. Monsieur le Président, nos collègues ont apporté beaucoup de contributions pour améliorer notre travail. Et je crois que je les ai recensés en 3 groupes. Le premier groupe concerne les ressources financières, cheville ouvrière de notre travail. Le deuxième groupe concerne le problème de la ratification. Le troisième groupe
parle à peu près de la situation de sécurité en Afrique du Sud. Le 4e groupe parle du personnel. Donc je vais essayer de manière ramassée de répondre à toutes les questions dans l'ordre chronologique dont elles ont été posées. Peut-être je ne donnerai pas entière satisfaction, mais je m'arrangerai lors de notre prochain rapport que nous puissions intégrer les préoccupations de nos collègues. Je voudrais dire à mes collègues, les félicitations sont adressées au gouvernement et au peuple égyptien, à la tête duquel le président de la République. Parce que votre présence ici a été suivie et organisée par le président de la République. Le président de la République a accepté des compromis que je lui proposais jusqu'au dernier. Par exemple, le problème de la sécurité. Le président m'avait dit lui-même, il sera ici à Sharm el-Sheikh pendant un nombre de jours. Et c'est ce qu'il a fait. Le président a passé avec nous ici plus de 72 heures. Et on a senti, moi qui aime la liberté, je me sens plus contraint de rester sur place. Parce qu'on est vraiment suivi. Dès l'aéroport jusqu'ici, aucun détail n'a été pris de côté. Le président de l'Assemblée m'a dit sur l'organisation matérielle, le président de l'Assemblée égyptienne m'a dit pour l'organisation matérielle, il s'en occupait. Et à chaque fois que nous avons un besoin matériel pour l'organisation de ces assises, le président du Parlement égyptien répond via notre collègue El Gandhi, qui est le point focal ici. Je voudrais donc dire que, une fois aussi, les remerciements ne s'adressent pas à moi, mais à l'ensemble des membres du bureau et du secrétariat général qui ont suivi l'organisation de cette session. Je m'en veux si je ne vous le dirai pas. J'ai passé pratiquement un mois d'insomnie et jusqu'à présent, je n'arrivais pas à trouver du sommeil tant que cette session n'avait pas démarré. Et j'en voulais aux autres. Je ne voulais pas que quelqu'un dorme pour qu'un détail nous échappe. Donc j'ai été très rigoureux vis-à-vis de moi-même et rigoureux vis-à-vis des autres, dont la contribution n'est pas à négliger. Donc nous vous remercions pour cette partie. La collègue, premier intervenant, a soulevé un problème très pertinent. La démocratie en Afrique date d'une vingtaine d'années. Exceptionnellement, c'est un pays, on peut dire, ça a commencé depuis le cas de l'Égypte, 150 ans de pratiques démocratiques, même si ça ne s'appelait pas démocratie, mais ils ont commencé le choix, ça fait 150 ans. Mais si vous regardez la démocratie dans les pays francophones, elle date de 1989, après la chute du mur de Berlin, et ensuite après le discours de feu François Mitterrand à la Bolle, qui conditionnait la démocratie, qui conditionnait l'aide au développement avec la pratique démocratique. Et c'est dans cette foulée que les pays francophones s'étaient lancés, d'aucuns par, comme on avait appelé, d'autres par conférence nationale souveraine, d'autres par dialogue, ainsi de suite. Et nous avons abouti à accepter le pluralisme, qui n'est pas forcément la démocratie. Nous pratiquons le pluralisme politique, parce que dans la plupart de nos pays, il y a des pays qui ont 200, 300 partis politiques, ce qui est des partis politiques sans idéologie, et nous avançons avec. Donc, je crois que les Allemands, ils basent leur notion de démocratie sur le libre choix des citoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Le libre choix des citoyens doit être respecté et le résultat des urnes doit en faire foi. Et dans le rapport qu'ils ont dressé, ils se sont retrouvés que
la plupart des problèmes en Afrique aujourd'hui sont des conflits post-électoraux. Et ils ont décidé donc, au regard de la conjoncture économique, de dire on ne peut pas, 25 ans après, continuer à pousser, à mettre de l'argent sans qu'il y ait une amélioration subséquente. Mais nous leur avons répliqué que ne prenez pas des cas particuliers, mais d'une manière générale, on peut dire aujourd'hui que certains pays en Afrique se livrent au jeu démocratique et acceptent l'alternance. Ce sont des exemples à suivre. Bon, on n'a pas réussi, je crois qu'eux aussi ils ont leurs problèmes. C'est pour cette raison qu'ils ont diminué l'enveloppe à l'aide budgétaire de 15 millions à 7 millions et demi d'euros. Ça, moi je crois qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, ils ne sont pas satisfaits de ce que les peuples africains ou bien les gouvernants africains n'acceptent pas les résultats des peuples. Deuxième, ils ont des problèmes avec la migration syrienne. Donc nous avons continué les démarches. Quant au deuxième intervenant, effectivement, les organes, les commissaires de l'Union africaine doivent travailler avec nos commissions permanentes. Et je vais aller jusqu'un peu à la fin pour dire, lorsque vous demandez à un commissaire de venir travailler, il ne se sent pas obligé. Il ne se sent pas obligé, pourquoi? Parce que nous n'avons pas une force coercitive. Nous n'avons pas le pouvoir législatif. Voilà le fond du problème. Et le commissaire qui est à 10 ne se sent pas lié avec nos activités. Bien qu'ils viennent quand ils ont le temps, parce que tous mettent devant le problème de temps. Donc je suis d'accord avec vous que pour résoudre les problèmes de notre continent, il faut que nous travaillions en synergie, commissaires de l'Union africaine et nos commissions permanentes spécialisées. Quant au suivi des activités des commissions, c'est un véritable problème. Il faudrait qu'on sache si ce que nous faisons est suivi. Et il faut donc ce suivi et évaluation qui doit être présenté soit dans les commissions conjointes, soit en plénière. Moi, je n'ai rien contre, mais il faudra qu'on sente que notre travail est valorisé, parce que sinon, ça n'aura pas de valeur pour nous. Pourquoi les réunions avec les parlements régionaux? C'est tout simplement parce que tous les parlements régionaux d'Afrique ont les mêmes problèmes. Ils ont de la peine à avoir le pouvoir législatif. Or, seul en ce moment, c'est le Parlement de l'Afrique de l'Est qui a eu les pouvoirs législatifs. Et on s'est réunis pour que ce Parlement nous montre quelle est la méthodologie qu'il a employée pour avoir le pouvoir législatif et qu'il y ait une collaboration entre nous, étant entendu que cette collaboration est dans notre règlement qui nous invite à collaborer avec les parlements nationaux et les parlements régionaux. Mais il fallait qu'on se réunisse pour voir si l'expérience des uns peut aider les autres. Pour la ratification, la proximité est de mise. Chaque fois que nous allons dans les pays, et c'est l'occasion pour moi de remercier nos collègues dans tous les pays que nous avons visités. Si vous voyez ce qu'on a dépensé au Parlement pour ces missions, c'est nettement en dessous des efforts que les pays ont donnés pour que les missions réussissent. Et surtout, nos collègues des pays visités travaillent bénévolement. Tous se réunissent dans la capitale pour nous ouvrir les portes auprès des autres autorités. Et la plupart de ces pays également prennent en charge votre président en ce qui est des moyens matériels, je peux dire comme la voiture, parfois comme l'hébergement. Donc je dis, pour faire ce travail, il aurait fallu beaucoup d'argent, mais les parlements nationaux participent beaucoup. Et les résultats sont là. Les résultats sont là parce que partout où on est passé, si ça n'était pas fait, c'est en voie d'être fait. Le Burkina Faso, qui venait de me recevoir, ainsi que le Bénin, ont excédé parce qu'ils ont été avec moi, rencontrer leur chef d'État, mais une innovation s'est faite. J'ai été reçu en 24 heures par le président de la République, mais accompagné de 2 présidents des parlements nationaux. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin s'est joint à moi au Burkina Faso
avec le président, le docteur Salifou, qui était notre hôte, nous avons parlé au président Roch-Marc Christian Kaboré, qui était d'ailleurs surpris que les chefs d'État qui s'engagent librement à accepter quelque chose, maintenant ça devient un moyen de négociation. Et il m'a rassuré que pour le Burkina Faso, je dois considérer comme problème réglé et ça sera fait. Quant au Soudan, nos collègues ont fait également le même travail et nous avons été reçus par leurs différents ministres pour faire la plaidoyer. Normalement, nous avons supprimé, compte tenu du manque de moyens, le déplacement des autres membres. C'est pour ça que la délégation d'un des membres qui va en mission est constituée des parlementaires locaux pour que nous puissions discuter avec les autres autorités. Et ce sont ces parlements qui prennent les audiences, parce que je ne peux pas arriver et rencontrer en moins de 24 heures tout le monde si les parlementaires, membres du Parlement panafricain, n'ont pas fait ce travail. Il y a la définition du terrorisme. Je crois qu'il faudra vraiment bien voir ça, parce que le terrorisme aujourd'hui, et même, j'en connais des cas pratiques, où certaines autorités judiciaires, pour vous dépouiller de vos biens, vous impliquez pour terroriste, et vous inculpez pour terroriste, et vous étiez obligé de vous rendre pour payer quelque chose avant de vous laisser. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette nasse. Le terrorisme, c'est une réalité. Ce qui se passe en Afrique centrale, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe partout dans l'Afrique aujourd'hui, je voudrais vous rassurer que les actes d'un civisme, les actes meurtriers que nous vivons ça et là, méritent d'être chassés, méritent d'être combattus. Et c'est pour ça que je suis d'accord qu'il faudrait qu'on essaye, pour que les gens ne font pas une mauvaise utilisation à des fins personnelles. Le taux de renouvellement affecte nos travaux. Vous ne pouvez pas accepter que pour une session comme ça, qu'on ait 41 nouveaux députés. La session dernière, il y a eu des nouveaux députés. Et ce Parlement, en fin de compte, risque de ne pas avoir la mémoire. Parce qu'il faut que tous les anciens partent et que les nouveaux viennent. Et moi, je crois que c'est une volonté pour que ne se constitue rien au cœur de ce Parlement. C'est pour cette raison que nous disons, si c'est à cause du protocole, nous devons pousser pour que ce protocole soit ratifié. Peut-être que nous aurons une stabilité. Donc, nous ne pouvons pas travailler avec le nombre très élevé de renouvellement. Quant à la ratification, je reviens. Permettez-moi de vous donner lecture de ce document que je suis allé chercher lorsqu'on a suspendu les travaux. Le document est stipulé plein pouvoir. Le document vient de la République du Cameroun, paix, travail, patrie. Paul Biya, président de la République du Cameroun, à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut. Nous, président de la République du Cameroun, donnons plein pouvoir par les présentes à M. Ndoumbe Eboulé, Jacques Alfred, ambassadeur représentant permanent du Cameroun auprès de l'Union africaine, à l'effet de procéder au nom de la République du Cameroun à la signature du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain adopté le 27 juin 2014 à Malabo, Guinée équatoriale, par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine siégeant en sa 23e session ordinaire. Promettons d'accomplir et d'exécuter ce que notre plénipotentiaire aura signé en notre nom, sans qu'il y soit contrevenu de quelque manière que ce soit, en foi de quoi nous apposons au présent le sceau de la République du Cameroun, fait à Yaoundé le 24 juin 2016, signé le président de la République, Paul Biya. Ça, c'est pour répondre à l'interrogation qui a été posée quant à savoir si le Cameroun a déjà signé. Par cette lettre, depuis le 27 juin, le Cameroun est signataire du protocole de Malabo. Il ne nous reste plus, parce que ce protocole, c'est par étapes.
La signature ne suffit pas. La délégation camerounaise a poussé les deux chambres pour qu'à la prochaine session qui s'ouvre au mois de novembre, que cette ratification soit effective. Et nous allons pousser le gouvernement de la République pour qu'il puisse déposer les instruments de ratification. Chers collègues, c'est pour vous dire que tant que cette lettre, je ne l'avais pas eue, moi-même, je n'avais pas les codes solides pour parler de ratification. Mais dès que le président de la République a signé, nous pouvons dire que le Cameroun a déjà signé, mais on est sur la bonne voie pour la ratification. L'Afrique du Sud, je crois que c'est une question de procédure. L'Afrique du Sud qui a le siège et qui connaît l'intérêt et dont Madame le ministre des Affaires étrangères a soutenu ce protocole, je crois que l'Afrique du Sud est en voie également de signer. Je le dis parce que lorsque j'assiste, d'ailleurs, je peux vous le dire, non seulement j'ai eu à discuter de ça avec Madame le ministre, mais avec le président de la République qui ne trouve pas aucun inconvénient pour que son pays signe. Moi, je pense seulement que c'est problème de procédure et ça sera fait. Le budget doit être détaillé, la gestion doit l'être aussi. C'est une observation qui sera prise en compte la prochaine fois pour qu'on puisse avoir les détails des exécutions du budget. Je m'excuse si le budget, vous l'avez eu en une seule langue, parce que j'ai tenu à ce qu'on vous l'envoie afin que vous voyez comment on travaille. Les commissions. Le problème des commissions et des caucus régionaux, c'est la même chose. J'ai dit aujourd'hui, quand on me met 300 000 $ pour les activités des commissions, nous en avons 9, plus 5 caucus régionaux, plus 2 caucus, le caucus des jeunes et le caucus des femmes. Si vous faites un calcul simple, vous divisez 300 000 $ pour le fonctionnement des commissions, vous allez voir que ça ne permet à aucune commission de tenir sa réunion. C'est pour ça que je disais, je n'ai pas dit que les caucus, j'ai dit maintenant, il faut être inventif et créatif. Vous avez peut-être 2 000 ou 20 000 $ pour le fonctionnement de votre commission. Prenez la tâche d'un partenaire, vendez une idée qui peut être payée par un partenaire et vous avez vos 20 000, il amène quelque chose, vous pouvez tenir votre réunion. Et c'est pour ça que j'avais demandé, j'avais instruit l'ancien secrétaire général pour que seuls les cadres du Parlement soient des secrétaires des commissions. Parce qu'avec les cadres, ils peuvent concevoir des projets qui peuvent se vendre et attirer les capacités financières pour que ces projets puissent se tenir. Un des collègues a parlé le recrutement du personnel et la démission du SG. Le secrétaire général avait été recruté dans un contexte que les anciens connaissent. Il y a eu les débats pour plus d'1 an pour recruter le secrétaire général. Et nous avons soutenu au regard, parce que ce qui m'accusait, moi je m'étais fié au regard du CV de M. Mourad Mokhtari, qui présentait un CV parfait et qui aurait été dans le passé secrétaire général d'un parlement, l'un des plus grands parlements d'Afrique. Et lorsqu'on a examiné, il présentait les bonnes dispositions pour travailler comme secrétaire général. Après donc sa nomination, M. Mokhtari a pris le pouvoir. Comme tout homme, et je m'en tiens à la lettre de Mokhtari, qui disait qu'il démissionne pour des raisons familiales. S'il avait d'autres problèmes avec le pape et qu'il les a dissimulés dans les raisons familiales,